Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Avec Alf. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir un entrepreneur qui a tout abandonné pour se focaliser sur ce projet qu'il mène depuis déjà une dizaine d'années et il va aujourd'hui partager avec nous son histoire et surtout ses aspirations, pourquoi il s'est focalisé sur ce business et qui aujourd'hui commence à décoller après tant d'efforts et tant d'énergie. Je vais lui donner la parole de se présenter. Nous, on n'a pas pour habitude de présenter nos invités. On leur donne la parole. Eux-mêmes, ils se présentent et ils partagent ce qu'ils souhaitent partager avec vous. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Modibo Sidibé de l'entreprise FIMA Sarl. Et il est dans la production de tout ce qui est d'art, et de tout ce qui est produit dérivé de DA, et il aura l'occasion certainement de vous présenter lui-même son entreprise. Quant à nous, on vous invite à vraiment partager cette vidéo et surtout vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes qui vont venir. Et surtout, Modibo, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On se tutoie, hein? Ouais. Voilà, donc ici, on a pour habitude de se tutoyer pour mieux se familiariser. Et puis voilà. Alors, qui est Modibo Sidibé? Je n'ai pas d'habitude de me présenter moi-même. Bon, je vais faire un effort. Ok, c'est ce qu'on demande à nos invités. Oui, Modibo Sidibé, ingénieur de formation, agronome, en agronomie. Je fais parcours professionnel, je vais m'appesantir sur ça surtout. Parcours professionnel, je peux placer ça sur 2 temps. Premier temps, après mon diplôme d'agronomie, 95. Donc, j'ai fait environ 7 ans dans le monde de développement de ONG, 7 ans comme ça, de ONG internationale et puis nationale. Et puis après ça, je me suis focalisé sur l'entrepreneuriat. Après avoir tiré les leçons effectivement positives, je me suis concentré sur l'entrepreneuriat avec mes acteurs directs. On a créé notre entreprise. On a parcouru le chemin ensemble jusqu'à maintenant. Donc environ une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, d'accord. C'est super. Moi, je t'ai connu en 2014, je pense bien, lors de l'organisation du Salon de financement de l'agriculture à l'époque. Et j'ai eu connaissance de ton projet. Et alors, comment tout ça est venu? Tu dis avoir passé 7 ans. Oui. Et après avoir tiré les leçons, tu es venu dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire qui t'a amené un peu vers l'entrepreneuriat? Ça, c'est vraiment un long parcours. D'accord, on va essayer je vais essayer un peu. Ouais. En fait, comme je disais tantôt, je suis sorti en 95, les années 95-16 comme ça. Donc, j'ai débuté comme agent de terrain, comme tu le sais. Donc, c'est des projets qui ont des durées. En fait, on se lance 2 ans, 3 ans, après 5 ans, c'est bouclé. Tu es obligé de rechercher encore. Ouais, un peu, c'est comme tu recommences à zéro. Donc, après avoir tiré les leçons. Donc, c'est après 2003. Donc, je me suis dit, après une réflexion, que ce n'est pas mieux de se positionner et de travailler pour soi-même. Voilà. Donc, l'occasion m'est offerte. Donc, il y avait en ce temps une grande entreprise, la place internationale, qui cherchait un agronome, effectivement, pour développer cette filière, la filière d'AFIB. d'AFIB, ok. Voilà. Donc, c'était vraiment ce que je cherchais dans ma vie, de pouvoir changer un peu le cap, quoi. Donc là, j'ai postulé, puis voilà, je m'ai assuré, donc on m'a retenu comme responsable, coordonnateur du Mali.
basé à Sigasso, pour développer cette filière-là, qui était expérimentale. Donc, on avait 3 bureaux. Un bureau en Côte d'Ivoire, un au Burkina, et celui du Mali. Donc, je gérais ça. Donc, la durée était 5 ans pour voir un peu la faisabilité de ce projet. Donc, du coup, nous sommes mis dans le travail avec les acteurs, après avoir fait une connaissance de tous les acteurs. Donc, on travaillait ensemble, on avait le même objectif, développer cette filière-là, la chaîne de valeur, pour pouvoir répondre aux préoccupations de cette unité-là. Donc, il y avait énormément besoin de la fibre, parce qu'ils importaient, tenez-vous bien, ils importaient plus de milliers de tonnes de cette fibre-là, pour pouvoir faire des emballages biodégradables, les sacs, qu'on appelle notamment les chakoboro. Donc, à un moment donné, ils avaient des difficultés d'approvisionnement, donc ce qui a coûté même le travail de cette unité pendant un certain moment. Et vous en souvenez, vous savez qu'une grande entreprise, quand elle se met aux arrêts comme ça, c'est vraiment c'est le chômage et tout ça. Donc, il fallait trouver une alternative pour pouvoir vraiment pousser cette unité-là. Donc, c'était un peu l'idée de ce projet-là. Donc, on a bossé, franchement. Là, pour une idée, on a de 2004 précisément jusqu'en 2006-2007 comme ça, on a atteint, tenez-vous bien, plus de 1000 tonnes de fibres. Wow. Donc, on a commencé avec centaines de fibres. Et on a atteint 1000 tonnes. Wow. Ou bien. Alors que les autres pays, là, bon, en fait, ils avaient leur réalité et ils étaient dans la cinquantaine, centaine. Mais le Mali, quand même, a atteint la barre de 1000 tonnes de fibres. Donc, vraiment, c'était un succès. Donc, de là-bas, j'ai eu le goût. J'ai eu le goût de cette filière-là. J'ai eu le goût, l'engagement sur tous les acteurs qui étaient engagés. Imaginez-vous que les producteurs dans la région de Sigasso et puis Boubouni, actuellement, avaient vraiment, je vous dis sincèrement, ils gagnaient leur vie dans ça. Un hectare seulement, un paysan pouvait avoir 1 million. Directement, sans autre charge. Parce que c'est une culture qui n'est pas trop exigeante. Un intrant agricole comme l'engrais, pesticides, même entretien culturel. Donc, le paysan gagne sa vie. Donc, imaginez-vous que quand tu arrives à les accompagner pour pouvoir gagner quelque chose dans ça, c'était vraiment rentable. Donc, aux yeux de ces paysans, vraiment, c'était une opportunité, un vrai business. Donc, voilà un peu. Donc, quand j'ai eu vraiment ce créneau pour pouvoir vraiment aider mes parents paysans à tirer vers le haut, de la pauvreté vers la prospérité. Donc, c'était un sentiment de satisfaction. De satisfaction, quoi. Voilà. Donc, je me trouvais vraiment avec eux. Je vois un paysan pour la première fois rentrer dans l'avion à cause de cette fibre-là. Et aller faire ça. C'est-à-dire aller à la Mecque suite à la retenue de vous avez vu, donc dans Ouassoulou. Donc, je vous parle. Donc, franchement, je me suis dit que c'est cela même que je cherchais. Donc, depuis là, donc, j'ai eu ce goût. Au bout du projet, en 2009, de 2004-2009, 5 ans. Donc, on a tiré les leçons. Ils disent que, bon, effectivement, les décideurs ont décidé d'arrêter le projet. Les raisons étaient que de voir un peu la faisabilité, effectivement, ils ont vu, mais ils voyaient que les 3 pays pouvaient ensemble décoller ensemble. Donc, ils disent que, bon, on arrête les activités en 2009. Imaginez-vous, après avoir atteint tout ce résultat avec la communauté, on avait en ce moment plus de 30-40 coopératives qui se sont mobilisées. On a atteint 1000 tonnes. Le chiffre d'affaires de 1000 tonnes, déjà, c'est des centaines de millions qu'on distribuait aux producteurs. Imaginez qu'on arrête un matin d'arrêter tout ça. C'était vraiment un manque à gagner. Et là, du coup, quand on a eu l'information, nous nous sommes organisés avec les producteurs, tous les acteurs. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation. Ils ont pris
ils ont pris le devant. C'est eux qui ont pris le devant. Ils disent que Sidibé, nous pensons que vraiment, si tu es partant, si tu aimes cette fibre-là, si tu sais qu'effectivement cette fibre-là nous apporte la prospérité, on a besoin de ton appui. Je dis quel appui? Je dis que bon, nous, on va produire et chercher, nous, le marché. Voilà la petite histoire. Donc, c'est eux-mêmes qui ont vu ces défis-là en opportunité et puis ils t'ont mis devant. Et pourquoi tu as accepté? Je vois de l'émotion en toi. Hein? Non, j'ai accepté parce que c'est même mon pays. Yeah. C'est pas facile. Hein? Je comprends. À un moment donné, c'est une très bonne opportunité qui allait partir comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu regrettes ton choix? Tu sais, vous m'excusez, c'est l'émotion. Non, je comprends, c'est l'émotion. Les auditeurs vont comprendre également. Je te connais, je sais que tu as l'amour pour ce produit, cette filière. Je vais te dire sur le plateau, mon premier financement avec une banque de la place, ils ont demandé à ce qu'on apporte une garantie. À l'époque, c'était notre première année. Parce que là, la seule entreprise qui était habilitée à acheter toute notre production, c'était effectivement l'entreprise mère qui avait initié le projet. Donc, il fallait que nous, on présente une garantie à la banque pour pouvoir prétendre avoir un financement au retour. Donc, il n'y avait pas d'alternative. Donc, moi, j'avais ma maison, j'avais les documents pour qu'on puisse avoir le financement pour pouvoir payer en avance les producteurs avant qu'on ait au retour le paiement. Donc, c'est ça qui a été le décollage, précisément en 2010. Parce qu'on n'avait rien. Moi, j'étais en fin de projet, il y avait les indemnités, ça ne pouvait pas prendre en charge tout ça. Donc, du coup, on a apporté à la banque nous a appuyé 10 millions, un chiffre d'affaires de plus de 100 millions, on n'a eu que 10 millions. Wow. 10 millions, qu'est-ce que ça représente? Un chargement de camions. Alors qu'on avait plus de 500 tonnes à acheter. Donc, du coup, les producteurs ont eu confiance. C'est ça que j'ai l'âme. Parce que quand on te fait confiance, des milliers de producteurs, tu vois ce que ça fait. Donc, du coup, on a commencé le boulot, on a chargé le camion, il a été négocié chez le partenaire là, il n'y a pas de souci, c'est toi, Sidibé, qui est en train d'organiser ça. Nous, on demande seulement que la qualité, ils ont donné leurs caractéristiques, de façon technique, selon ça c'est les spécifiques de la fibre, quoi, en fait. Donc on dit qu'il n'y a même pas de souci, on va vous satisfaire à 100%. Donc, du coup, on a passé une première année en 2010. On a amené le camion test. Donc on a apporté chez le partenaire. Du coup, ils ont testé. Ça répond aux caractéristiques. Et puis, tenez-vous bien, on a dépassé les normes qui exigeaient. On a dépassé ça. On a eu 95%. 95%. Le taux de réussite. Le taux de réussite. Okay. Donc, du coup, ils ont signé le premier contrat que j'ai même dans mes archives. Tout ce que nous produisons, ils vont acheter. Wow. Tout est parti de 2010. Okay. Donc, je suis venu avec les résultats de ce test-là aux producteurs. Ils étaient tellement contents que je n'ai pas de mots vraiment apprécier ça. Quoi. Ils se sont mis au travail. On a satisfait les usines-là, jusqu'à preuve de contraire. De 2010, c'était le début de FIMA, jusqu'à en 2023. Beaucoup d'années. Ouais. Et 2023 encore, avec les événements que vous connaissez, 22, 23 que vous connaissez. Donc, il y avait des blocages frontières qui ont perturbé également notre production parce qu'on a fait 2 années, on ne peut pas faire sortir notre matière première. Donc là aussi, il fallait trouver une alternative. Okay. Comment utiliser cette fibre-là, étant donné que nous sommes engagés dans cette production, nous sommes fait des engagements, donc il fallait trouver une alternative. Donc comme au départ, on était
focaliser sur la fibre, conditionnement, tous les acteurs, producteurs, transporteurs, conditionneurs, transit, ainsi de suite. Donc tout le monde était vraiment dans cette mouvance-là. Donc on a réfléchi encore pendant les 2 années de difficulté là, de 2022-2023, maintenant là. Donc il fallait trouver une alternative encore, rapidement, pour pouvoir sauver cette filière-là. Donc du coup, on a essayé d'explorer également la filasse. Ceux qui font, localement en fait, ceux qui font les staffs là. Donc on a vu qu'il y a des besoins également qui est à l'intérieur. Ils font rentrer les fibres venant d'ailleurs, qu'on appelle filasse importée. Il y en a qui m'appellent même, à leur jargon, filasse français. Alors que le DA joue le même rôle que ces filasses-là en bâtiment. Et que ces filasses-là sont encore plus chères que le DA. Parce que les kilos, si je ne me rappelle pas, à l'époque, c'est 3 000 francs le kilo. Alors que le DA, difficilement, même atteint 1 000 francs le kilo. Vous avez vu l'écart? Donc, nous sommes en train de... On a testé également. Nous sommes en train de tester ça. Et j'ai eu ce résultat positif, même que on va en parler. Donc, également, il y a une grande dame, je ne vais pas nommer, elle va se reconnaître. Elle était elle était ministre, elle a fait une visite à Sikasso, dans mon petit bureau avec mes partenaires. Elle nous a reçus là-bas et puis avec tout son staff. Et me dit, bon, est-ce qu'il n'est pas mieux que vous changez un peu, étant donné que actuellement, le monde tend vers le biodégradable. Le monde tend vers tout ce qui est naturel. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Elle a amené un prototype de sac. Est-ce que tu peux tester en faisant le sac de DA? Je dis qu'il n'y a pas de souci. On a fait un test avec mes tailleurs. On a amené le prototype. Elle était étonnée. Donc là, on a pris le goût de pouvoir transformer le DA, la toile de DA en matière... un produit fini. C'est-à-dire que, je peux même donner l'exemple, les sacs de shopping, là, au lieu pour pouvoir remplacer les sacs plastiques non biodégradables. Donc, comme elle est environnementaliste, maintenant elle était ministre, elle dit que bon, du coup, on va essayer de faire connaître dans le monde environnemental. Donc, du coup, on a commencé la production de ces petits sacs-là. Ça aussi, ça a marché. Tiens-toi bien. Depuis, quand vous sortez aujourd'hui, actuellement, là, vous allez trouver qu'il y a tellement de sacs maintenant biodégradables en matière de DA. Tout est parti de là, en fait. Je me souviens très bien, lors du Salon international de l'artisanat, SIAMA, édition 3 ou bien 4, quand elle a financé toute notre participation, on a pris le stand, on a mené ces sacs-là, les gens étaient étonnés. On peut faire le sac avec le DA. On peut faire le sac. On a commencé à faire les petits articles comme ça. Ça a été étonné. À l'époque, le président qui a visité notre stand là, c'était le président défunt. Quand il a été à son âme, quand il a vu nos articles là-bas de DA, non, c'était vraiment impressionnant. Pour de l'histoire, on avait une usine à 100 qu'on appelait Somasac. Donc, je crois qu'ils se sont souvenus de cette usine-là. Une belle usine qu'on a vu partir comme ça. Donc, du coup, voilà un peu comment on a essayé de trouver des alternatives pour pouvoir gérer les moments difficiles. Et là, aujourd'hui, le sac aussi, et je vois qu'elle nous a vraiment fait rentrer c'est-à-dire que dans le monde environnement. Le monde environnement, à l'époque, le ministère de l'Environnement, et puis il y a une agence également de développement environnemental, AEDD, et on leur livre ces sacs-là également. Et à côté de beaucoup d'organismes dans ce sens-là, et qui nous reconnaissent par rapport à la qualité de nos sacs. Et à côté de ça également, on a réfléchi. Également, il y a un petit... Il y a eu, comment on appelle, un jeune frère m'a souligné, Modibo, tu es en train de faire de merveilles, mais je pense qu'il faut réfléchir par rapport au chapeau. Si tu peux faire des chapeaux. Et puis également,
Elle-même, elle a dit ça. Il faut voir le chapeau. Parce que son mari également, qui est décédé, paix à son âme, aimait ce chapeau-là. Donc j'ai fait un prototype. Il a aimé, il a porté. Le chapeau également aujourd'hui est devenu maintenant le chouchou des Maliens. Je rappelle que le chapeau que je porte, voilà. le chouchou des Maliens. Okay. Et le chapeau également a eu l'ascendance sur le sac. Okay. Aujourd'hui, on m'appelle même Da Modibo, Da Chapeau. Donc voilà un peu l'histoire. Donc, et je peux témoigner que le chapeau s'exporte. Hein. Je t'ai croisé au Niger quand tu participais au salon et avec tes chapeaux. Est-ce que tu as des commandes au-delà même du Mali et est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'ai commencé ton émission avec des larmes. Maintenant, je me sens à l'aise. Tu as le sourire. J'ai le sourire maintenant. Pourquoi j'ai le sourire? Parce que avant même sa femme là, au Niger, au compte du Mali, on a remporté 2 prix au niveau de CAO, Salon international de l'artisanat. Et 2 prix au compte du Mali successifs. Hein. Notre première participation au CAO date de 2023. Quand un artisan m'a dit, parce que je suis maître artisan en fait, avec mes arrêtés au niveau de l'artisanat. Nous sommes maîtres artisans en fait. Donc quand on a dit que il faut que tu ailles tâter là-bas, ça trouvait également bien avant ça. Hein. On avait remporté le prix de l'environnement au Mali. Siagri également, on a remporté le prix de originalité. Tout ça, c'est au compte c'est purement au compte de FIMA. Mais internationalement, c'est à partir de 2023. Quand nous sommes allés à Ouagadougou, je vous avoue que quand on a installé notre stand là-bas, je vous assure, c'était authentique. Parce que même notre présentation, ce n'est que notre matière, de la décoration jusqu'au produit fini. Il n'y a pas d'autre matière mélangée. Quand les gens venaient regarder, ils étaient épatés. C'est ça qu'on appelle artisanat. C'est ça qu'on appelle le salon artisanal. Il n'y a pas un produit étranger, de la toile jusqu'au produit fini. C'est ce qu'on a présenté. Donc du coup, ça m'a donné également une grande confiance à ce que je suis en train de faire. J'existais suite à des difficultés. Et ce n'est pas abandonné. Là aussi, ça m'a donné encore de courage. Jusqu'à ce que, à ma grande surprise, le jury est venu me donner une fiche de remplir. Donc j'ai rempli ça. On a décroché notre premier prix. Créativité pour le Mali. Et l'édition suivante également a remporté le même prix. C'est 2024 passé là, à Ouagadougou. Et là également, ils sont venus me voir encore. Il faut partir à Niamey, au Niger, au SAFEM. Malgré que c'est une activité des femmes, c'était ma première fois d'aller au Niger. Vous connaissez la route. On est parti, on a fait 4 jours pour arriver à Niamey. Mais ces 4 souffrances-là, j'ai oublié tout ça. C'était vraiment comment on appelle ça, le tourisme pour moi, que j'ai vraiment adoré. Tu avais fini de vendre tes chapeaux avant même la moitié J'ai fini de vendre tous mes chapeaux. Et ce qui est intéressant d'abord, ils sont venus à mon stand et j'ai trouvé que j'avais déjà rien à présenter. En ce moment, j'ai enregistré les commandes. Et tellement ils ont aimé le produit, ils ont eu confiance, j'ai enregistré des commandes. Toi-même, tu peux témoigner. Arrivé à Bamako, j'ai fait le produit là, colis là, et ils ont été tous satisfaits. Et actuellement même, je continue à les livrer. Super. Et là, ce que je ne voulais pas dire, je vais le dire, parce que c'est positif également. Même quand le ministre de l'Environnement est venu ici, on a fait la rencontre, et là même, il y a des perspectives en vue. Super. Et Modibo, on va revenir un peu, comme je t'ai dit. Toi, je te connais, comme je disais tantôt, depuis 2014. Et ta persévérance, ta constance m'a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire pourquoi tant de constance? Je sais que tu as parlé de l'amour que tu as, et tu as parlé de
et de tout ce que tu apportes, surtout au niveau communautaire avec les paysans. Oui. Mais au-delà de ça, peut-être qu'est-ce que tu nous enseignes par rapport à la constance? Pourquoi on doit persévérer? Bon, cette constance-là, moi, je peux répondre à ça à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que d'abord, tout ce résultat-là, en fait, c'est pas le fruit de Modibo. Ok. C'est le fruit de tous les acteurs qui travaillent ensemble. Donc, quand tu travailles avec une équipe, au-delà même d'une équipe, hein, c'est devenu une famille, en fait. On se connaît. Une communauté. Une communauté, on se connaît plus de très longue date. Tout le monde connaît les difficultés. On a les mêmes objectifs communs. Que tout le monde y gagne dans cette filière-là. Donc, si eux portent une confiance sur toi, ça te donne vraiment une force. Ça, c'est un. Et en plus de ça, nous gagnons également de vie dans ça, en fait. J'ai tout abandonné, comme j'ai dit tantôt, au profit de cette filière-là. Ça, c'est l'aspect vraiment entre PEA, pour l'entreprise agricole. Et je profite également que c'est une structure également internationale même qui nous a accompagnés suite à cette filière-là, qu'on puisse apprendre cette connaissance-là. Donc, le pôle entreprise agricole, c'est tous les acteurs qui travaillent autour de ce produit-là, filière d'A, qui se connaissent, qui sont dans le même environnement, qui ont le même objectif, pour pouvoir satisfaire vraiment les clients. C'est ce qu'on appelle un pôle d'entreprise agricole. Okay. Donc, étant un pôle d'entreprise agricole, tu n'as pas le droit vraiment. Tu es obligé. Tu as cultivé cette culture de transparence. Exactement, tu es obligé. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là, je vais parler de la valeur même de DA. Ok. Le DA fibre, c'est une culture de rentre. Une véritable culture de rentre, en fait. Donc, à tous les niveaux, c'est intéressant. De la plante en elle-même, de la plante en elle-même, de la semence jusqu'au produit fini. Tout est important. Okay. La semence d'abord, vous savez que cette semence-là contient de l'huile. De l'huile? De l'huile, je vous dis. Qu'on peut consommer ou bien qu'on utilise pour... Que généralement, on peut consommer même. Okay. Parce que je parle sous le contrôle des chercheurs. Parce qu'on a eu à travailler également des chercheurs. Et ces grains-là, on a eu à travailler sur trois variétés. Il y a une variété qui est consommée même dans le milieu sonifo, qu'on appelle la rose. Les feuilles sont minces là. Oui. Donc, généralement, les femmes mettent ça dans la sauce pour donner la sauce verte. Il y en a qui appellent ça datou. Voilà. Donc, et puis, à côté de ça, les grains également, les animaux aiment ça. Beaucoup. Donc, ça peut remplacer même, comme on appelle ça, l'aliment bétail. Okay. Ça, c'est déjà une utilité au niveau des grains. Au-delà des grains, on va à la plante elle-même. La plante, quand tu sèmes la plante, parce que la technique culturelle de la plante, là, les semis se font à la volée. Donc, le rendement est très intéressant. Donc, à ce niveau également, les paysans gagnent. Et ça protège également contre... quand les sols sont pauvres, là, ça permet comment on appelle, de donner une certaine richesse à régénérer le sol. Au sol, ouais. Voilà. Et enfin, la fibre en tant que telle est utilisée pour les emballages biodégradables. Les sacs Chacoboro, là. Quand on avait, au départ, les premiers sacs, là, généralement, étaient conçus à base de ces sacs-là. Donc, qui gardent mieux l'originalité des grains. Qui protègent mieux les grains que les sacs plastiques. Voilà. Et les produits dérivés que vous connaissez. Okay. Donc, l'utilité n'est pas à débattre. Voilà. Donc, ça, c'est à deux niveaux qui font que vraiment, la constante vraiment est là. Parce que, également, je vais te citer un pays. Grâce à cette culture-là, ce pays, aujourd'hui, est devenu un pays
industriels. Ah bon? Lequel? Ouais. Moi, je vais parler de Bangladesh. Bangladesh, ok. Tu pars au Bangladesh, je ne suis jamais arrivé là-bas, mais quand tu pars au Bangladesh aujourd'hui, leur matière, leur pétrole aujourd'hui, c'est la fibre, on appelle ça le jute. C'est la fibre jute là-bas. Ils portent même, ça rentre dans l'industriel. Il y a tous les vêtements, chaussures, tout, emballage, tout. On va venir à ça, voilà. Modibo. Donc, voyez-vous, c'est... Voilà. On va venir à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réussi à faire avec cette fibre DA? Je sais que la chemise que tu portes, il y a une partie de DA fibre sur ça, et le chapeau que je porte. Et quels sont les produits disponibles aujourd'hui? Et quelles sont les perspectives? Je dis tantôt que le DA, si on va parler sur le DA là, l'émission là, on va continuer l'émission jusqu'à X. Donc je vais m'écouter. Le DA, aujourd'hui, les produits qu'on peut faire avec le DA aujourd'hui, je vais commencer d'abord parce que, à dire, actuellement, ça fait à la une, on avait pris une loi qu'on avait de la peine à l'appliquer contre les déchets, les sachets plastiques. Donc le DA, je vais vous dire sur ce plateau, le DA, c'est une alternative à l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Et je ne vois pas pourquoi nos autorités ne regardent pas cette filière-là à côté. Mais est-ce que vous avez la capacité de produire beaucoup? Je vous dis, le DA, c'est la même famille que le cotonnier, c'est les hibiscus. Et le DA, si je ne me trompe pas, le DA, c'est l'un des produits agricoles que le Mali a eu à produire à la veille de l'indépendance. C'est ce qui justifie même l'une des premières usines du DA au Mali, qu'on appelle Sonasac Hassan. Okay. Et c'était une fierté du Mali. Et tous les producteurs aujourd'hui, là, des zones de production de DA aujourd'hui, là, on n'a pas à leur apprendre comment faire la culture du DA. Peut-être on peut les orienter comment faire pour produire des fibres de qualité en les accompagnant. Sinon, on ne peut pas les apprendre comment faire la culture du DA. Okay. Donc, ce DA aujourd'hui, comme je parlais de sacs à usage biodégradable, là déjà, avec les sacs, aujourd'hui, quand vous regardez le business, on parle de comment on appelle, on parle de noix de cajou. Vous savez que le noix de cajou aujourd'hui, la tendance c'est tellement demandé sur le marché, on ne peut pas c'est-à-dire travailler sur le noix de cajou sans cet emballage-là. Ils sont obligés d'acheter ça ailleurs pour pouvoir conditionner. Sinon, l'acheteur n'achète même pas. Il faut que ça soit emballé dans ce sac. Okay. Je parle sous le contrôle des connaisseurs, en fait. Ils nous regardent. Donc, cet emballage-là est très important. C'est à sa base de cette fibre-là. Ça, c'est un. Secondo, j'ai parlé de loi qu'on n'arrive pas à appliquer. Pourquoi ne pas développer ces petits sacs qu'on met ça dans les alimentations et quand on produit beaucoup, le prix chute, évidemment. Et que nos mamans, nos épouses puissent s'approprier de cet emballage-là pour pouvoir faire des petits marchés. Ça réduit davantage les déchets plastiques. Les caniveaux sont bouchés par des plastiques. Donc, et puis, chaque maison, on a 2 ou 3 sacs à la maison. On s'en va prendre des petits achats avec ça. Dans les véhicules, ceux qui ont des véhicules et les motos ont des sacs. Donc là, ça réduit l'utilisation des sacs. Il y a tout ça. Il faut que l'État également mette une politique d'accompagnement dans ce sens pour développer cette filière-là. Et également, à côté de ça, il y a plein de trucs. Il y a des chapeaux, il y a plein de trucs. J'ai vu ce matin que tu avais un cartable. Un cartable. Qui fait à base de dents. Et la chemise aussi. Et il y a des sacs et même ordinateurs. Chaque bureau, on peut mettre des sacs d'ordinateurs dedans. Des ordinateurs dedans. Donc on peut faire tout avec ça. Au lieu d'importer des produits venant d'ailleurs. Et j'en profite même sur ce micro. On parle également qu'on doit valoriser nos produits agricoles, nos produits locaux.
c'est une opportunité. Au lieu quand on demande aujourd'hui de faire un cadeau, généralement dans les services, pourquoi aller prendre la tête d'aller acheter des produits importés pour donner faire un cadeau, alors qu'on peut faire tout ça dans l'artisanat. Ok. Donc, je pense que c'est important. Ça, c'est à l'adresse des... Ok. Voilà. Et Modibo, tu sais, ici, on essaye de poser la question, certainement, tu sais, certainement dans ton parcours, tu as été inspiré par certaines personnes, certainement. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a un livre particulier que tu as eu à lire, qui t'a beaucoup inspiré, que tu veux partager avec nos auditeurs? Bon, vous savez que pour l'instant, on n'a pas fait de livre. Okay. Non, la lecture, un livre que tu as lu, qui t'a inspiré. En fait, ce qui m'a inspiré dans tout ça, sans vous mentir, c'est mon parcours professionnel. Okay. Parce qu'au départ, moi-même, c'est la force des choses que je me suis retrouvé dans notre filière-là. Donc, le fait de prendre le goût et de voir un peu les avantages et puis de voir également l'opportunité ailleurs et que ça rapporte. Ces expériences-là, ces points positifs-là, c'est ça qui m'a vraiment animé, quoi. Et du coup, effectivement, je dois mettre en valeur également les grands conseils que... Il y a des personnes également de bonne volonté, très bonne volonté. J'allais venir à ça, surtout si tu as des mentors, si tu as des conseillers dans l'ombre. Qui ont beaucoup voyagé, qui se posent la question, mais Modibo, tu es dans un coin comme reculé comme ça, comment tu peux s'accrocher sur un truc comme ça alors que, comment tu as... Je dis non, j'y crois en fait. Donc ils m'ont conseillé, ils m'ont orienté, ils m'ont mis en contact également des connaisseurs également qui aiment la matière. Donc, c'est tout ça qui fait que vraiment, on a pu vraiment enregistrer ces résultats-là. Et je peux, sur ce micro, les remercier infiniment. Okay. Et je leur dois beaucoup. Franchement. Modibo, ici, dans notre podcast avec Alf, on a l'habitude de poser la question par rapport aux valeurs. Les valeurs, on le dit souvent, c'est le soubassement, c'est le socle de tout de grand se construit sur une fondation assez solide. Et les valeurs font partie. Et on aimerait savoir, est-ce qu'il y a des valeurs qui guident Modibo au quotidien et qui fait qu'il arrive à tenir toujours? Quelles sont ces valeurs qui te guident ou bien au quotidien? Oh, très bonne question. Ces valeurs-là, je crois que je ne veux pas oublier ces valeurs-là. Moi, j'ai incarné certaines de mes valeurs depuis au début de ma carrière, à travers les ONG que j'ai eu la chance de travailler avec eux, ils m'ont formé dans ce sens. Certaines valeurs, il faut incarner pour pouvoir vraiment réussir. Donc, peut-être, je peux me dire que, sans me tromper, que peut-être c'est en utilisant ces valeurs-là, vraiment que j'ai pu arriver à ce niveau. Et au-delà de tout ça, je dirais que quand tu as eu la chance de travailler avec les personnes âgées qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain, forcément que tu vas apprendre beaucoup d'eux, quoi, en fait. J'ai eu la chance, avec la culture de Da, d'approcher vraiment des personnes, des grands travailleurs de ce pays-là, et je m'incline devant leur... ils sont décédés. Mémoire. Leur mémoire. Et que c'est vraiment... j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une valeur particulière qui te tient à cœur? Tu parlais un moment de la confiance, tu parlais un moment de la transparence. Ouais, Est-ce il y a la confiance. En fait, je vous dis, il y a une petite expérience, si je vous dis tout à l'heure, vous n'allez pas y croire. Vous allez dire que c'est fou. Vous savez qu'il y a eu un moment donné, en 2003-2004 comme ça. Il y a eu vraiment une crise dans la sous-région, dans un pays proche,
qu'on avait un contrat qui achetait tout ce que notre production, en fait. Et là, on avait produit avec mes producteurs, mes acteurs, on avait produit environ plus de 600 tonnes de fibres. Avoir 1000 tonnes, quoi, 600, je vais être modeste, 600 tonnes. 600 tonnes de fibres. On avait ça sous la main. Et il y avait vraiment une tension sur la route. Parce que le pays était divisé en deux. Il fallait trouver un moyen pour pouvoir les livrer. Et là, à l'époque, personne... Les auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, c'était pas facile de voyager à l'époque. Surtout quand tu viens du Nord. Donc, moi, j'ai pris mon courage à deux à main. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Il fallait trouver une solution. Donc, je me suis rendu dans ce pays-là par la voie routière. J'avais annoncé que je vais venir par avion pour qu'ils puissent m'accorder ma visite. Et du coup, pour des raisons qui nous sont propres, j'ai décidé de prendre la voie terrestre. Arrivé à la frontière, on m'a fait descendre dans le véhicule. Il dit que bon, il faut venir dans la forêt. Je les ai suivis. Et tu vas faire quoi là-bas? Il dit que mais je m'en vais travailler. Il regarde, c'est des militaires, il regarde. Il dit ah bon? Il m'a serré ma main. Tu es un brave homme. Il dit que je m'en vais travailler. Le monsieur m'a regardé dans les yeux. Il dit que, je l'ai dit encore, même demain, là, je vais retourner encore par la même voie pour aller travailler de l'autre côté. Je ne savais pas, mais j'ai dit ce que... Le courage. J'ai dit ce que je... C'est la réalité, en fait, quoi. Il m'a accompagné dans le car. En ce moment, tous ceux qui étaient dans le bus étaient inquiets. Il dit que c'est fini pour Sidibé. C'est fini pour lui. Donc, le patron m'a conduit dans le car. Il dit qu'amenez ce monsieur à destination. Quand je rentre là-bas, je trouve qu'il y a un couvre-feu là-bas. Je ne savais même pas. Donc, j'arrive à l'usine. L'information était partout. Sidibé n'est pas venu. Quand j'arrive avec le taxi, c'était la joie. Ils m'ont pris comme témoin. C'est-à-dire, ils m'ont pris comme témoin pour donner les leçons aux autres travailleurs qui étaient à l'usine. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir à l'usine. Ils disaient qu'il y avait l'insécurité. Donc, et toi, tu as quitté un autre pays. J'ai débloqué une situation là-bas à l'usine. Et du coup, le PDG m'a reçu, séance tenante, et ils m'ont signé un contrat. Tiens-toi bien, de beaucoup de millions pour les producteurs, les acteurs. Parce que la seule question est que comment tu allais faire pour pouvoir nous approvisionner en matière première, étant donné que la route est comme ça. Nous-mêmes, tu es un témoin, oui. Voilà. Donc, du coup, je crois que c'est une valeur que j'ai retracée comme ça en termes de leçons. Et je retourne avec le contrat. On a acheté, effectivement. Ils ont fait la mise à disposition. Hein. On a acheté toute leur matière première. On a conditionné. Les premiers Maliens, à l'époque, qui sont rentrés dans ce pays-là, nous, on faisait partie. On a mis tout, on a chargé tous les camions. Après une vingtaine de camions, on a chargé ça en matière en DA, sans pourtant payer même une avance. Wow. Tu t'imagines, vingtaine de camions, sans pourtant payer une avance. La seule condition à la livraison, on les paye. Ça aussi, c'est une valeur. Donc on a livré, et là, tout le monde était satisfait. Producteurs, tous les acteurs étaient satisfaits. Producteurs, toute la chaîne. Donc, les maillons de la chaîne. C'est la confiance, c'est l'engagement. Il y a tout dedans. La transparence, l'honnêteté. Donc, à tous ceux que vous voyez comme valeur, surtout dans ça, quoi, en fait. Voilà. Jusqu'à preuve de contrat, aujourd'hui, les difficultés, ça ne finit pas, en fait. Quand tu es entrepreneur, là, chaque jour que tu as fait, là, tu rencontres des difficultés. Il faut trouver, il faut réfléchir, le tact, pour pouvoir sortir, quoi, en fait. Voilà. Il y a des difficultés partout.
Merci beaucoup, Modibo. On s'achemine un peu vers la fin. Wow. Et c'est un premier épisode parmi tant d'autres certainement qu'on aura l'occasion de produire. Et on aime parler des parcours. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et est-ce qu'il y a un message particulier que tu souhaiterais adresser aux jeunes surtout qui souhaitent peut-être emprunter le même chemin que toi, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais lancer? Et si tu veux, tu regardes la caméra pour lancer ce message. C'est le seul message que je voulais que je dois lancer. Avant que je lance ce message, permettez-moi d'abord de vous dire merci. Merci beaucoup parce que j'aime pas trop les caméras, j'aime pas trop. Nous, on préfère. Tu as vu, ça fait combien d'années maintenant en travaillant vraiment dans l'ombre. Dans l'ombre, quoi, en fait. On n'aime pas trop, mais bon, comme je te connais, voilà, donc. Et puis, bientôt, merci, c'était un honneur aussi. Et puis, comme bientôt on va à la retraite, il y a tout ça. Donc, il faut quand même que tu donnes un peu de leçons que tu as apprises là. Donc, rendre ça de façon d'une autre aux enfants, aux jeunes, et ainsi de suite, quoi. Maintenant, avant ça, mon message d'adresse là, je voulais quand même dire merci. C'est très important. Merci à toi. Merci à tous les acteurs, les producteurs surtout, parce que, vous savez, même actuellement, j'ai fait un test par rapport au filas là. Au filas, ok. Non, je vous avoue que si les staffeurs, c'est ce qu'on dit, hein, les staffeurs. Les staffeurs, oui. Si les staffeurs ceux qui mettent les staffs au niveau des découvrent vraiment cette valeur en DA pour faire les staffs là, non, c'est très intéressant. D'abord, ils vont gagner plus et ça donne encore une autre valeur au DA. Donc, je profite de votre micro pour dire que les producteurs de Dalin, comme on le dit, en vrai Wassoulou, Dalin Fou, Sénégalais, dans Wassoulou, Sikassou, Kajolo, tout ça. Donc, je leur dis merci. Et puis, les transporteurs. Tu sais que ce DA a fait des grands transporteurs à Bougouni. Que tu ne sais pas. Ah bon? Oui, je vais te le dire. Tu t'imagines 1000 tonnes de fibres. Des localités comme Bougouni. On a fait un transporteur là-bas. Il a acheté des camions. Il a abandonné les remorques là pour acheter de 10 tonnes pour pouvoir nous satisfaire. Ramassage, parce que c'est lui seul qui ramassait les dates dans les villages. Et il donnait le contrat des particuliers. Donc j'en profite pour leur dire merci. Merci à toi. Ok. Ça, c'est la confiance. Et puis encore, mes collègues également. Mes collègues, à un moment donné, ils ont hésité. Ils ont allé dans d'autres structures. Je sais qu'aujourd'hui, ils m'entendent, ils me voient. Je leur dis également merci parce qu'on a fait des points difficiles ensemble. Et sans oublier également les personnes qui m'ont aidé de façon naturelle. Naturelle, hein? Sans pourtant qu'ils ne veulent même pas que je leur dise leur nom. Je ne veux pas finir cette émission pour dire merci à la dame. À la grande dame, qu'elle va se reconnaître dans mon message. Et elle est chevronnée en environnement. Non, on peut t'autoriser à donner son nom, il n'y a pas de problème. C'est Mme Kita Edambo. Ok. Ancienne ministre de l'Environnement. Okay. Elle a beaucoup travaillé avec moi sur ce projet-là. Et là, on a pris des risques ensemble. Et bon, il y a eu des difficultés. Bon, cela n'empêche. Et il faut qu'elle se reconnaisse que notre réussite également est là, sa part dedans. Et
Je crois que ce message est très important. Maintenant, je reviens à ta question. Le dernier message que j'ai à dire en regardant le micro, c'est que je voulais dire, ce message-là, c'est en deux parties. Le premier message à l'adresse de tous ceux qui utilisent cette matière, qui aiment cette matière-là. Et je veux leur dire aujourd'hui que tous ceux qui aiment cette matière-là, hein, s'ils sont actuellement dans la quête ou bien dans le développement des produits locaux, vraiment, doit accompagner cette filière. Et nous tendons nos mains à des partenaires également locaux pour pouvoir développer cette filière-là. Parce qu'aujourd'hui, cette filière-là n'a pas droit vraiment à l'échec. Nous, on a apporté nos efforts à un certain niveau qui a de la limite. Et aujourd'hui, il y a de l'opportunité. Le terrain on a vraiment travaillé à un certain niveau qu'on ne doit pas lâcher. Donc, je veux dire par là les investisseurs maliens. Les investisseurs maliens. Donc, ils doivent y croire, accompagner cette filière-là. Et tous ceux qui auront besoin comme information, nous restons à leur disposition par rapport à ça. Okay. Et le deuxième message à l'adresse des commerciaux, des quincailleries, comment on appelle ça, des artisans. Même les agences de com. Voilà. Je veux parler des utilisateurs, comment on appelle ça, les SAFER qui achètent, qui mettent de la valeur aux produits importés, filasse importés, alors que le DA à côté donne de très bons résultats. Okay. Et ils gagnent dedans. Hein? Donc ça permet de réduire les coûts de confection des staffs. Okay. Voilà. Donc ce message est vraiment à leur niveau. Comme c'est en français, peut-être ceux-là, beaucoup de gens comprennent difficilement ce que je suis en train de dire. Mais je crois que le DAFU là, permettez-moi de dire ça à Bambara, le DAFU là, ni au cas filasi, au filasi français, DAFU donne le même, avec Diaby me dit, DAFU pour Diaby qu'elle dit. Et DAFU kilo, à Tchalima Kemefla, filasi donne kilo, faut que me woro. Aflala, et quand je mets français, tout le français est refonaté. C'est pas français même, c'est africain. Mais pourquoi amantable qu'au français? Voilà le message fort pour eux. Maintenant, et vous aussi, je vous remercie parce que là, si ce n'est pas Alfous, je ne sais pas qui pouvait m'amener sur ce plateau comme ça. Tu sais que beaucoup de plateaux, même nationaux, m'ont invité. J'ai refusé de partir. Parce que je fais confiance et puis on a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Modibo. Et toute l'équipe avec Alf aussi te remercie et pour l'opportunité que tu viens de nous donner pour pouvoir partager ton expérience et partager ton amour, parce que je sais que tu es vraiment amoureux de DA. Et tous les efforts consentis pour le développement de ce secteur, donc avec l'appui certainement des autres acteurs. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est un premier épisode, comme je le dis. Et on aura l'occasion certainement d'en parler une prochaine fois, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis. Je sais que Modibo, il y a eu beaucoup d'émotions et ça se comprend l'émotion parce que c'est un parcours atypique et parler de son expérience personnelle n'est pas souvent chose aisée et surtout quelqu'un qui fuit les plateaux, donc on le comprend parfaitement. Et à vous aussi, merci d'avoir pris votre temps pour nous regarder. On vous encourage également à partager l'émission pour que d'autres personnes puissent découvrir et surtout abonner et partager et on reste en contact pour le prochain numéro 2 avec Alf. Merci. Modibo, merci beaucoup. Merci Alf. Et à la prochaine. Merci. Ok, merci. Bye bye.